Et si les premières croisades étaient la conséquence des invasions sarrasines qui ont eu lieu 2 siècles plus tôt? Pardon? On sait très bien qu'elle fait suite au refus des Turcs de laisser le passage libre vers Jérusalem. Non, ça c'est le déclencheur. Les petits contes de la grotte aux champs. Au commencement était la guerre. Et ça, c'est le titre du livre d'Alain Bauer. C'est exact. Et si tu l'écoutes, dans l'histoire, la paix n'est qu'un épisode de la guerre, ou vice-versa. Donc, au commencement était la guerre. Au fond du IXe siècle, sur ces terres qu'aujourd'hui nous appelons France, le peuple vit dans la peur des pillages, des meurtres, des viols. Les territoires sont attaqués de toutes parts par ce que l'on appelle les Sarrasins. Ils peuvent venir du sud de la Méditerranée ou bien être vikings, goths, quelconque autre barbare. En Provence, les plaines sont désertées, les côtes sont vides, les populations se sont réfugiées dans les villages perchés pour réchapper aux raids des navires venus pirater. Et c'est dans ce contexte que les chevaliers vont naître. Ce sont, De jeunes hommes courageux. oui, trublions, ce sont des personnes qui se réunissent en petits groupes d'hommes d'armes. Ils vont construire des mottes et les fortifier, et cela va être une révolution, alors qu'à l'époque, les puissants sont nomades, allant d'un site à l'autre. Là, le pouvoir va être attaché à un territoire. Et j'aimerais, Robinson, que tu détruises le mythe du jeune paysan gueux qui devient chevalier. Alors, effectivement, pour construire une motte et s'armer, il faut de l'argent. Donc, si jamais vous êtes paysan, vous êtes un paysan très riche, mais vraiment très riche, un propriétaire terrien, quoi, qui n'a jamais mis les mains dans la boue. Selon Georges Duby, dans la Société chevaleresque, tout porte à croire que ces seigneurs sont issus de branches cadettes de familles qui sont déjà dans le giron du pouvoir. Certains historiens vont même plus loin en émettant l'hypothèse que ces seigneurs seraient issus de familles qui ont fourni les préfets de la Gaule sous l'Empire romain. Comment dire, l'ascenseur social est une invention récente. Avant, il fallait prendre un escalier en colimaçon et passer l'arme à gauche. Quoi qu'il en soit, face à ces mottes, la population ne s'y trompe pas. Elle se fixe autour de ces nouvelles constructions et ces mottes vont être à l'origine de la création de villages. L'objectif est de pouvoir se réfugier à l'intérieur en cas de péril. Et fort est de constater que cela fonctionne. La paix revient petit à petit. Et voilà que bien vite, l'on vient reprocher aux seigneurs et aux chevaliers d'être violents. Oui, car à peine le modèle de la chevalerie est-il né qu'il est déjà en crise. Il y a un mouvement qui va naître en Aquitaine, un mouvement pour la paix de Dieu. Et cette paix se présente comme l'un des moyens de réaliser le royaume de Dieu, et se trouve porteuse de valeurs morales. Elle est l'étincelle qui fera naître les grandes croisades du XIe siècle, et à la fin du monde carolingien, selon Georges Duby. Toujours lui. Oh oui, page 59 de la Société chevaleresque. Le mouvement de paix apparaît donc comme une tentative pour pallier la défaillance d'une autorité royale où se confondaient spirituel et temporel. Elle aboutit de ce fait à diviser le pouvoir spirituel des évêques face au pouvoir temporel des ducs et des comtes. C'est ce que l'on appelle la séparation des pouvoirs. Exactement. Et en 1038, l'évêque de Bourges s'oppose aux milites. Les milites. Oui, les milites, c'est le nom d'origine donné aux chevaliers. Ça donnera militaire. L'évêque Jourdan de Limoges les excommunie en masse. Ce qui est condamné, c'est les pillages injustes. Pardon? En effet, nos chevaliers ont appris à lutter contre les envahisseurs et les pillages avec succès. Et maintenant, ils deviennent eux-mêmes l'objet du trouble. Et peu à peu, l'engagement de la paix se transforme en obligation de respect de la paix. À certaines dates, la classe belliqueuse s'interdit la guerre. Et les premières inflexions de ce genre se trouvent dans le Serment de paix, un texte bourguignon datant de 1023-1028.
Au début, il est juste interdit d'attaquer un homme désarmé. C'est pas con. Puis, il est interdit de se battre le dimanche. Et au concile d'Arles, 1037-1041, la paix devait régner depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin, entre les chrétiens, amis ou ennemis, voisins ou étrangers. À ces jours d'interdiction, il faut également rajouter tous les jours et les temps de fête. Finalement, rares étaient les jours où l'on avait le droit de se battre. Alors que faire de ces chevaliers? Pompon sur la cerise, en 1054, le concile de Narbonne énonce le principe suivant, que nul chrétien ne tue un autre chrétien, car qui tue un chrétien répand sans aucun doute le sang du Christ. Rien que ça. En fait, la paix de Dieu, au début, il était interdit de toucher aux pauvres, et finalement, on n'a plus le droit de toucher à personne. Sauf que, gros paradoxe, le chevalier a reçu de Dieu la mission de combattre. C'est un soldat du Christ? C'est exact. Alors que faire? Une croisade, bien sûr! Le concile de Clermont en 1095 l'entérine. C'est aux chevaliers de protéger le peuple, les pénitents qui marchent vers Jérusalem, en tuant les mécréants qui empêchent la progression du pèlerinage. De là, un nouveau corps social est enflammé, une classe nouvelle, puissante, agressive, dont les conciles, les uns après les autres, fixent les contours. Elle constitue un ordre et se forgera une morale. Défendre l'Église et les pauvres, combattre les ennemis du Christ, en un mot, faire régner la paix de Dieu. Et voilà comment on a constitué des milices armées pour protéger les territoires qui sont devenus des armées pour envahir d'autres territoires. Car au fond, au commencement était la guerre, et la paix n'a été qu'un épisode de cette guerre. Alain Bauer a raison. Mais bon, vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir.